Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, nous y sommes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il reste quelques places. Si jamais vous avez envie de vous asseoir confortablement, n'hésitez pas à vous faufiler. Je vois quelques sièges libres. Donc, avant de commencer avec cette rencontre extraordinaire avec Joséphine Bacon et Jeannette Bertrand, animée par l'unique Claudia Larochelle, j'aimerais prendre quelques instants pour vous annoncer, vous l'avez peut-être déjà lu, vu, la semaine dernière notamment, à Tout le monde en parle, ça a été annoncé en grande primeur, et ensuite ça a été relayé dans plusieurs médias. Nous avons créé cette année, en l'honneur de Mme Bertrand et de son œuvre, un prix qui vivra longtemps. Le prix Jeannette Bertrand. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Vraiment, là. Moi, je suis pas un homme, je pense pas à ça, à laisser mon nom quelque part, mais ça a l'air que c'est ça. Alors, vous allez m'avoir pour le restant de vos jours. Pauvre vous autres. C'est un honneur pour nous aussi, Jeannette Bertrand. Donc, le prix va célébrer le pouvoir des mots. Je me permets de vous faire la lecture de la description du prix. Le prix Jeannette Bertrand a pour mission de récompenser des livres qui utilisent la puissance des mots en faveur de l'ouverture à l'autre et de l'inclusion. Il reconnaît le rôle des œuvres littéraires québécoises et de la francophonie canadienne qui abordent des questions de société liées notamment à l'égalité des sexes, à l'autonomie des femmes et à la lutte contre les violences de genre de manière à les faire avancer. Les récipiendaires du prix Jeannette Bertrand sont des femmes, des hommes, des personnes non-binaires ou des personnes transgenres. Cette ouverture à la diversité des voix reflète l'engagement de Jeannette Bertrand envers l'inclusivité et sa conviction que tout individu peut contribuer à faire avancer la cause des femmes. Voilà. Merci. Est-ce que vous attendez à ce que je parle? Non, oui? c'est juste dire que le prix va être décerné en 2024, donc ce sera l'année prochaine. Mais après, vous êtes tout à fait libre. Ben, j'ai toujours pensé, depuis que j'écris, et j'écris depuis très, très longtemps, que les mots devaient servir, pour moi, ça c'est mon idée à moi, devaient servir à faire avancer la société. Mais on peut écrire pour le plaisir d'écrire. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait toute ma vie et que je fais encore, parce que mon prochain livre qui va sortir l'année prochaine, c'est un livre sur comment passer au travers de la vieillesse. On a tellement peur en ce moment de la vieillesse. On dit, on veut pas personne ne veut vieillir. Alors, mais la vieillesse, ça se on peut être très bien, c'est un privilège vieillir, parce que si tu vieillis pas, c'est que tu es déjà mort. Pensez à ça. Alors, on est chanceux d'être vieux. On est chanceux d'être encore en vie. Et de la vie, moi, j'en mange. Alors, je souhaite que vous autres aussi, vous vieillissez comme moi en dévorant la vie. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Vous savez, dans une carrière, des moments comme celui que je vais vivre, ça n'arrive pas souvent. Donc, je suis toujours très honorée, touchée de rencontrer deux grandes dames, deux belles personnes inspirantes. Elles sont inspirées et inspirantes. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici avec elles, puis avec vous, parce que visiblement, elles sont aimées énormément et elles le méritent bien. Alors, bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Claudia Larochelle et je suis donc en compagnie de ces deux merveilleuses personnes. Jeannette Bertrand a beaucoup écrit. Je vous la présente, même si on la connaît, mais c'est toujours bien de se rappeler tout ce qu'elle a fait. Romans, essais et de nombreuses dramatiques, en plus d'avoir créé et animé plusieurs émissions visant à faire tomber les préjugés et les tabous. J'aime dire qu'elle a contribué à emmieuter le Québec.
Son importance a été maintes fois soulignée par de prestigieux prix, dont sa récente promotion à titre de grande officière de l'Ordre national du Québec en 2023. Elle revient avec Ma vie en 3 actes dans une nouvelle édition parue chez Libre Expression avec des préfaces de Léa Clermont-Dion et de Guilla Lepage. Depuis peu, elle a un prix, comme on le disait, un prix à son nom destiné à des auteurs qui écrivent pour améliorer la société. J'aimerais qu'on lui souhaite bienvenue. Merci d'être là, Jeannette Bertrand. Merci, Claudia. Joséphine Bacon est une poète inou originaire de Pessamit, née en 1947. Chez Mémoire d'Encrier, elle a publié Bâton à message, Chisinwat Chi Takana. Puis, en collaboration avec José Aclin, Nous sommes tous des sauvages. Elle a aussi publié Un thé dans la toundra, Nipichapui Nete Mouchouat, finaliste au prix du gouverneur général et Ouyesh, quelque part. Et ça a été un livre qui a été fort reconnu aussi, qui était en liste pour des prix. En 2023, elle a reçu le prestigieux prix Molson du Conseil des arts du Canada pour son apport inestimable à la littérature. 5 ans après Ouyesh, elle est revenue le 3 août dernier avec Kao Minuat, Une fois de plus, son 4e recueil, une méditation sur le temps et le silence. Bienvenue. Merci, Joséphine Bacon, d'être avec nous. OK, ça, c'est leurs 2 titres. Elles sont en séance de signature. Alors, après notre entretien, n'hésitez pas, là, courez à leur stand. C'est un moment précieux qu'on est en train de vivre en ce moment au Salon du Livre de Montréal. Merci beaucoup d'être avec moi. Votre généreuse présence nous réjouit. Je me demandais avant de commencer comme ça, vous êtes placés ensemble, vous êtes ici, ça fonctionne bien. En plus, ça, je trouvais que c'était un duo de feu. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Est-ce que vous êtes connus d'abord? Vous connaissez-vous un peu? Vous êtes-vous rencontrés? T'en souviens-tu? Moi, oui, je me souviens, avec André Robitaille et Antonine. Oui, avec André Robitaille, oui. On était une interview. Avec, oui, on était tous les 3, Antonine, vous et moi. Antonine Maillet, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Le trio, il est bien chanceux, André Robitaille, d'avoir fait ça. Lui, je suis jalouse un peu. C'était lui, ça, avec vous 3. Oui. Antonine Maillet, Joséphine et Jeannette Bertrand. Bien, écoutons. Ah oui, donc ça s'était passé là. C'était un moment unique. Pour moi, Joséphine représente tout ce mouvement qu'il y a en ce moment d'approche, de réconciliation avec les premiers habitants de notre terre. Moi, j'ai toujours fait de la culpabilité en me disant, parce que j'ai eu la chance, je pense que je te l'ai raconté, j'ai eu la chance quand j'étais... quel âge qu'on avait? Après toi et moi, ça, il y a tellement longtemps, ça, c'est l'ancêtre d'un gars, une fille, que j'écrivais et que je jouais au début de la télévision. Et puis, j'ai perdu mon idée. Ça m'arrive très souvent, à 98 ans, de perdre mon idée. Oui, mais nous aussi, ça nous arrive souvent. Oui, mais non, mais... Moi aussi, ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que... Je voulais prouver quoi, là? Bien, c'est pas... C'est comment? Vous vous sentiez coupable? Ah oui, de pas connaître l'histoire des Premières Nations. Et j'ai eu la chance de connaître Obomsawin, comment ça s'appelle? Alanis. Alanis Obomsawin, qui était mannequin. Puis moi, pour gagner notre vie, je faisais des parades de mode. Pas comme mannequin, mais comme... Commentatrice. Commentatrice. Wow. Et puis... c'est elle qui m'a dit, mais ce que tu lis, Jeannette, dans ton livre d'histoire, c'est faux, c'est complètement faux. Et je me suis passionnée pour les Premières Nations et j'ai compris qu'on avait fait quelque chose de terrible. Et pendant toutes ces années, il ne s'est rien passé. Et puis soudain, depuis quelques années, on commence à se dire peut-être qu'on n'a pas été correct, peut-être qu'en essayant de les éliminer, de les assimiler, peut-être qu'on a fait une bêtise. Ces gens-là étaient là avant nous autres. Et ils étaient là depuis toujours. Alors, et moi, je suis très, très heureuse maintenant de rencontrer des personnes des Premières Nations et surtout Joséphine, qui représente si bien. Ouais.
Moi aussi, je suis très heureuse parce que je vous ai beaucoup écouté. Merci. Oui, c'est ça. Mais c'est précieux, là, ces moments-là aussi, ces rencontres, grâce à la littérature. Parce que dans les deux cas, dans le cas de Jeannette comme dans le cas de Joséphine, c'est les livres, c'est les mots qui ont permis... C'est les mots. Ces rencontres-là, qui ont permis de briser des tabous, qui ont permis et qui continuent de le faire, heureusement, à faire évoluer notre société. Est-ce qu'on s'en rendait compte? Est-ce que vous vous en rendiez compte quand vous écriviez, là, toutes les deux, au début? Pas au début. Moi, pas au début. Au début, moi, j'étais en colère parce que j'étais très tôt contre l'injustice faite aux filles. Parce que j'étais dans une famille de 3 frères et mes frères avaient tout, l'argent de poche, le droit à prendre l'auto de papa et tout ça. Moi, mon père me disait, c'est un homme de son temps, là. Il me disait, t'as pas besoin de ça. Tu sors avec un garçon, il va payer pour toi. T'as pas besoin d'argent. T'as pas besoin de prendre l'auto. En fait, moi, j'étais rien qu'une fille. Et ça, me faire dire que j'étais rien qu'une fille, la rebelle en moi s'est rebellée. Et elle n'a pas fini. Je suis encore rebelle. Il faut qu'on prenne plus notre place, encore les filles. Moi, c'est... Sans voler la place des gars, là. On veut pas votre place, on veut être à côté, à égalité. OK? Moi, j'étais pas en colère quand j'ai écrit. J'ai écrit parce que... j'ai écrit parce qu'une de mes amies, poète aussi, qui s'appelle Laure Morali, a fait un rêve. Elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle jumelait des écrivains et des poètes québécois avec les Premières Nations. Ah oui? Oui, puis là, elle m'a raconté son rêve. Puis chez les Inuits, le rêve est tellement important. Puis je trouvais que son rêve était significatif. Mais j'ai dit, il faut que tu le réalises. Tu sais, j'ai dit, c'est un rêve important. Et puis là, elle m'a demandé si je pouvais participer à son rêve. Mais j'ai dit, ben non. J'ai dit, je suis ni écrivain, ni poète. Mais parce que je l'aime beaucoup, j'ai dit oui. Et ça a donné... Ça a donné un livre qui est très important pour moi. Ça s'appelle « Imitato, parlons-nous ». Tu sais, il y a plein d'Indiens, puis il y a plein de Québécois dans ce livre. Mais Joséphine, tu es autant... on me qualifie souvent de batailleuse, de battante. Tu es autant batailleuse que moi, mais par la poésie... Alors que moi, c'est par des mots peut-être plus durs. Je suis pas poète. Mais toutes les deux, quand même, vous en avez pris des claques. Oui. Oh mon Dieu. Ah oui. C'est ça, là. Ah, à ben notre oui. place, tu sais. Puis Oui. c'est pour ça que moi, je suis très honorée d'être avec vous. J'ai beaucoup de respect parce que je me dis, toutes ces claques qu'elles ont prises, ben moi, je les aurais peut-être pas. Je vais en avoir d'autres, mais pas celles-là, en tout cas. Non. Parce que ça a été As-tu dur. eu, toi, de la difficulté? De la difficulté avec l'écriture? Oh, la vie? Non, La non. vie, l'écriture oui, est oui. acceptée comme poète. Oh, mon Dieu! Non, c'était plus... je pense ils ont dû trouver ça exotique un peu. Hein? Au départ. Oui. Parce qu'on n'est pas beaucoup d'écrivains. Non. Tu sais, Inuit, il y a Kabesh qui a écrit « Je suis une maudite sauvagiste Oui. ». Et puis Ritom Stokocho qui a gagné le GG, qui a été la première à écrire de la poésie. Puis c'est comme ça, mais moi, c'est arrivé par accident un peu, grâce à Laure Morali. Et puis grâce aussi à Rodney Saint-Éloi qui a été, avec sa folie, qui a accepté de publier des gens qui étaient absolument pas écrivains, nous, les Premières Nations. C'est fou ce qui se passe parce que là, plusieurs suivent vos traces, Joséphine. Les Natachée Canapé-Fontaine, des Naomi Fontaine, et parlent de vous, elles vous citent. Ça, c'est précieux, ce qu'on fait aussi, hein? Le legs, Jeannette, Joséphine, toutes celles qui écrivent et qui marchent dans vos traces. Vous voyez ça comment, vous? Mais je pense qu'on ne le sait pas quand on le fait. Non. On ne sait pas qu'on va laisser une trace. Moi, je ne savais pas du tout. Je réglais mes problèmes à moi de fille. J'essayais de les régler. J'essayais de comprendre les injustices énormes. Par exemple, dans le livre qui est une réédition, qui est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire des femmes. C'est pas une vie extraordinaire que j'ai eue. C'est une vie comme à peu près toutes les femmes de mon temps, qui a voulu être aimée par un homme et puis
dès que j'ai voulu un peu monter, ben ça a moins fait l'affaire. Ça aussi, mon mari, j'en veux pas. C'est un homme de son temps, lui aussi. Alors, c'est très... moi, j'ai lutté toute ma vie. Et si vous pensez que je n'ai eu que des succès et que ça a été facile pour moi, pas du tout. Pas du tout. Après quelle famille, par exemple, qui a duré 5 ans, ben on a été peut-être 5 ans sans travailler. Personne ne voulait plus de nous autres. Tu sais, alors, c'est terrible dans ce milieu-là. Alors, il faut toujours se battre puis aller prouver qu'on est bon. Fatigant, ça. Prouver tout le temps qu'on est bon. Eh, maille. Hein? Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Joséphine, pour parler justement de celles qui nous suivent, on s'en rend pas compte. C'est ça que Jeannette disait, on se rend pas compte qu'on a un impact, qu'on marque, on trace un sillon. Est-ce que ça, vous avez l'impression, à force de vous le faire dire par les petites jeunes, là, sûrement, mais au départ, probablement que vous ne pensiez pas, vous non plus, que vous défrichiez, là? Non, j'y ai pas pensé du tout. Moi, ce qui était important pour moi, c'était d'écrire en Inouïmoun et puis adapter mon Inouïmoun pour qu'il soit compris en français. Ah oui? Alors, puis dans Tsnoa Stagna, bâton un message, tu sais, mes poètes sont tous ces aînés, autant vieux et vieilles, qui m'ont raconté, que j'ai enregistré, que j'ai transcrit et traduit. Je me suis inspirée de leurs récits pour écrire Tsnoa Stagna. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que c'est ça que vous faisiez, hein, Joséphine, au début, là? C'était votre travail de faire ça? Ben oui. Récolter. Ben oui. Récolter des mythes fondateurs, récolter des récits anciens, des récits de vie, tout ça. Et puis c'est comme ça aussi, j'ai pu me réapproprier. Tu sais, je parlais d'Inouïmoun, mais je parlais pas, tu sais, l'Inouïmoun qui marche, hein, qui avance, tu sais, qui est nomade. Ouais. Je parlais d'Inouïmoun où tu restes assis sur une chaise parce que tu es toujours face à un mur. Ça, c'est quand j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Donc, en retournant recueillir des récits anciens, des mythes, ben, j'ai pu tout me réapproprier parce que autres, c'est ce langage-là qu'ils parlent quand ils te racontent. Wow. Alors, c'est une richesse pour moi d'avoir fait ce travail grâce à 3 anthropologues qui nous ont tous quittés aujourd'hui. Il y avait Rémi Savard, José Mayotte, qui parlait couramment de l'Inouïmoun, et Sylvie Vincent, celle avec qui j'ai travaillé des années de temps. Et c'est la beauté de ma vie. Ben oui, vous êtes dans la transmission. C'est de les avoir écoutés, de les avoir transcrits et traduits. Et puis, aujourd'hui, je pense que je continue à dire leurs mots à travers l'Inouïmoun et le français. Wow. Traduit en français, c'est tellement beau, les poèmes de Joséphine. Ouais. Ça se lit très facilement. Mais oui. Et immédiatement, tu es avec elle. Immédiatement, tu es dans son cocon à elle. Dis-nous, c'est vraiment fantastique. Ouais, cette intimité-là aussi. Oui. Puis c'est beau parce que vous êtes dans la transmission de votre propre savoir, votre propre vécu, les personnes qui vous ont inspiré, vous aussi, tu sais. Vous êtes des modèles, mais vous avez eu vos modèles. Ça a été qui, vous, Jeannette, vos modèles? Moi, j'aurais voulu écrire comme Colette. Colette, c'est une écrivaine qui, si elle avait été homme, aurait été un des grands écrivains français. Mais c'était une femme et elle était mère célibataire et elle avoue, j'ai tout lu ses livres et j'ai tout lu, j'achète toujours tous les livres qui sortent sur Colette, et elle a dû gagner sa vie en écrivant des livres. Alors, c'est très près de moi, mais jamais je n'ai eu son talent, et je le regrette, de cette phrase extraordinaire qu'elle a. Ça a été mon grand modèle. On n'avait pas beaucoup de modèles de femmes qui réussissaient. Au Québec, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Les taiseuses, c'était que des hommes qui écrivaient. C'était que des hommes. Vous avez pas, les jeunes là, qui sont ici, vous n'avez pas idée d'où on vient. D'où on vient. Les Canadiens français, comment ça se fait que nos parents n'ont pas été instruits, que nos parents ont eu 12, 14, 21. Tu sais, dans mon
j'ai demandé pendant la pandémie à des personnes âgées d'écrire leur biographie. J'en ai reçu 2000. Et je les ai tous lus pour une raison. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Pourquoi les hommes ne parlent pas? Parce qu'ils viennent d'une série d'hommes qui avaient, la plupart, une 4e, une 5e année. Parce que les hommes n'étaient pas instruits. Les femmes, à cette époque-là, étaient un peu plus instruites. Alors, on n'était pas instruits. Alors, on était perdus. On vient vraiment de loin. Je parle des Canadiens français. Oui, le chemin. Puis c'est fou en combien, si peu d'années, grâce à vos écrits, puis à vos jobs de défricheuse, comment on a avancé rapidement. Très vite. Des grandes enjambées qui, des fois, renversent quelques petites choses. Des fois, on va vraiment vite. Je racontais tantôt à un journaliste que ce qui est arrivé, pourquoi ça a changé si vite, c'est que en 1968, le pape Jean XXII a écrit que c'était péché d'empêcher la famille. Et sans se concerter, sans se rassembler, les femmes ont décidé que le pape n'avait pas d'affaire à se mettre le nez dans nos chambres à coucher. Et c'est allé très, très vite. C'est allé vraiment très vite. Et les femmes ont changé, se sont dit, on va se prendre en main. Ça n'a pas d'allure que quelqu'un de l'extérieur nous dise quoi faire de nos ventres. Alors, ça a changé vite et on continue de changer vite parce qu'il reste encore du chemin à faire. Le voyez-vous comme ça, vous aussi, Joséphine? Puis en même temps, moi, j'en reviens pas comment c'est fragile, nos avancées. Moi... Plus douce que moi, je pense. Mettons que je suis moins fonceuse que vous. Une force tranquille. Si je me réfère au récit des anciens, là, ou des anciennes, tu vois, moi, tout ce qu'ils racontent sur la femme, c'était tellement... Elle était tellement plus importante que... Tu vois, c'est deux cultures complètement différentes. C'était deux cultures, c'était nous autres. On marchait, on avançait, puis on vivait de façon différente. Alors, tandis que l'homme, lui, il partait le matin, puis il revenait, je sais pas, le soir ou 4 jours plus tard. Mais c'était qui le chef au campement? Ben, c'était les femmes. C'était eux autres. Et puis, tout était, tu vois... Puis la femme a tellement été importante pour nous, les nomades qui étions, quand il arrivait parfois qu'on connaisse la famine. Tu sais que là, les gens, ils n'avaient pas trouvé le gibier. Tu sais, tout le monde avait faim. Et puis, sais-tu qu'est-ce que la femme faisait? Bien, elle donnait le sein à son mari pour qu'il puisse continuer à marcher, pour qu'il trouve la nourriture qui nourrirait son groupe. Mais si moi, j'ai beaucoup lu, puis je lis encore beaucoup sur les Premières Nations, et c'était extraordinaire à quel point ils étaient avancés sur certaines choses. Je vous donne, par exemple, en ce moment, les parents s'inquiètent beaucoup du fait qu'il y a les transgenres. Or, depuis toujours, chez vous, il y a des transgenres et qui sont aimés et qui sont placés ils ont la chance d'avoir les deux sexes. Tant mieux pour eux. C'est ça. Ça s'appelle Two Spirit. Oui. Alors donc, déjà, c'était accepté chez eux. Nous, on a encore la difficulté. C'est d'ailleurs mon premier poème parce que j'étais jumelée à José Aclin, tu sais, dans Imitato, Parlons-nous. Puis je le connaissais quand même comme poète. Mais tu sais, quand on connaît José, on peut se poser des questions. Hein, je ne savais pas trop c'était quoi son orientation sexuelle. Oui, une espèce de sensibilité. Alors, oui, puis la façon qu'il dit sa poésie aussi est fantastique. Oui. Alors, le premier poème que je lui ai écrit s'appelle Two Spirit. J'ai pas compris. Le premier poème que je lui ai envoyé, il s'appelle Two Spirit. Ah oui. Alors, deux esprits, Two Spirit, ça veut dire deux esprits, la chance d'avoir deux esprits. Alors,
Donc, quand on s'intéresse aux Premières Nations, quand on lit sur eux, toutes les choses qu'on apprend qui sont très avancées, et nous, on était encore très reculés à ce moment-là. Moi, je me demande toujours, est-ce que vous doutez encore parfois, avec toute l'expérience, le parcours, l'amour qu'on vous donne, est-ce que le doute vous traverse et vous tenaille? Jeannette, je sais la réponse parce qu'on en parle souvent. J'ai dit, comment elle fait pour douter? Moi, je doute. Elle dit, je doute. Des fois, je me dis, je suis pas bonne. Puis, Je sais jamais si c'est bon. C'est sûr qu'à la fin, je vais sortir, je vais demander. Je suis avec mon éditrice. Et puis, Joanne Guy, et puis je vais lui demander, j'étais-tu correct? Je sais jamais. Es-tu correct, hein? Et je suis sincère. Non! Elle est mieux que correct. Je dis, j'ai encore trop parlé, pourquoi j'ai dit ça? Écoute, quand je reviens à la maison et que j'ai fait quelque chose comme ça, c'est entendu que je refais tout l'interview en me disant, j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je doute tout le temps. J'ai un vieux complexe d'infériorité. Moi aussi. Elle aussi? Oui, je doute toujours. J'ai dit, Jeannette, est-ce que j'ai trop dit ou j'ai pas assez dit? T'sais, on le sait pas. On sait pas? On le sait jamais. Non. Oui, je pense qu'on le saura jamais non plus. Et je pense que le doute... Connaissez-vous quelqu'un, vous autres, qui doute jamais? C'est un... Bien, il y a quelques messieurs que je connais. Quelques messieurs qu'on n'aimera pas. Mais quand tu creuses, ces quelques messieurs-là, des fois, tu trouves qu'ils doutent vraiment. Mais plus qu'ils ont de l'assurance, plus ils nous en mettent plein la vue. C'est ce que j'ai découvert. C'est peut-être pas vrai, mais en fait, j'ai découvert ça. Ben, moi, j'aurais tendance à vous croire, là. Non, mais... On dure comment? T'sais, moi, c'est ça, je me demande aussi. Parce que là, il y a plein d'écrivains, là, ici, là, dans le salon. Il y a plein de gens. Il y en a qui vont passer, ça va durer, quoi, le temps de 2-3 salons. On les reverra plus, ils n'écriront plus. Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous durez, vous restez, vous êtes là? La ténacité. Moi, je suis quelqu'un, pas têtu. Parce que quelqu'un me dit, c'est pas correct, ça. Je vais dire, OK, je vais le corriger. Pas têtu du tout. Mais je suis tenace. Je suis vraiment tenace. C'est une qualité, un défaut, je ne le sais pas, mais je suis tenace. Moi, je dure parce que Rodney me dit, puis c'est pour quand le prochain? C'est juste pour ça. Oui, parce que moi, j'écris sur des bouts, tu sais, sur n'importe quoi. Sur des bouts de papier, tu sais, même dans mes cahiers où je fais ma comptabilité, soi-disant, sur n'importe quoi, puis puis ça traîne partout chez moi. Puis pour Cominote, une fois de plus, tu sais, il y avait Marie-André Gill, qui est une grande poète aussi, qui faisait maison résidence parce qu'elle a acheté un presbytère au Petit Saguenay et puis elle faisait des résidences d'écrivains. Puis elle m'a dit, ça tente-tu de venir? Ben, je dis non, pas vraiment. Puis à un moment donné, mais j'ai dit, je peux venir de telle date à telle date. Puis là, j'ai rapoyé tous mes bouts de papier. Puis je les ai tous ramassés, même des cahiers où je faisais mes comptes. Puis je suis allée chez Marie-André. Oui. Puis là, j'ai dit, je vais voir si ça donne un autre recueil. Oui. Puis ça a donné une fois de plus. Oui. Là, je les ai toutes rentrées dans l'ordinateur. Puis après, puis je les faisais lire à Marie-André. Puis j'ai dit, crois-tu? Il s'agit souvent que quelqu'un nous fasse confiance. Ben, voilà. Pour nous donner, ceux qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, comme moi. Et l'estime de soi, là, ça se prend dans l'enfance. Tu as de l'estime de toi ou tu n'en as pas. Moi, j'en ai pas eu dans mon enfance. Alors, parce que j'ai pas été, comme plusieurs personnes âgées, je n'ai pas été élevée, j'ai été rabaissée. À l'école, ce qu'on faisait, c'est nous dire, t'es pas bonne, t'es Mademoiselle Bertrand, orgueilleuse. Oh, moi, le mot orgueilleuse, là, j'haïssais ça. Moi, orgueilleuse, je me sentais pas orgueilleuse du tout. Ils nous rabaissaient tout le temps parce que l'orgueil, c'était un péché. Alors, on a été beaucoup, non pas élevés, mais rabaissés. Je vois des têtes qui font « oui, c'est vrai qu'on a été rabaissés ». Et les enfants, maintenant, c'est drôle,
Maintenant, les jeunes couples, et j'en ai beaucoup dans ma famille, parce que j'ai des enfants, puis des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, et ils les complimentent tellement que je me demande si ça aussi, c'est pas un excès. Tu as un excès dans l'autre, parce qu'ils vont se dire, ma mère, elle me trouve tellement bon dans tout, alors pourquoi ne pas être premier tout le temps, partout? Et quand ils vont avoir des refus dans le job, là, ils vont y goûter. C'est vrai, je me sens concernée. Concernée? Moi, je me souviens qu'il y a une enseignante qui m'avait déjà dit, Joséphine, ma face de bandit. Ma face de bandit. Mais oui. Je l'avais trouvé tellement drôle. On était quelques Indiennes dans la classe, mais tu sais, face de bandit, ben nous, tu sais, on rit beaucoup, hein? Oui. Puis on se cachait derrière les autres pour pas que l'enseignante nous remarque, rigolait sur son insulte. Oui. Mais c'était comme ça qu'on élevait les enfants. Oui. Pas chez vous, hein? Non. Non? Comment c'était? Ben, chez moi, comment c'est? Ce qui est important, là, c'est que tu es jeune enfant, que tu apprends déjà par observation, par répétition. Puis par exemple, les jeunes garçons, ils commençaient la chasse, ils avaient 4 ans, puis c'était dans le silence et l'observation. S'ils n'avaient pas arrêté de poser des questions à leur père, mais tous les animaux se seraient sauvés. Puis les filles, nous aussi, on regardait comment agissaient nos grands-parents, nos mères, et puis après ça, mais la parole était plutôt le soir. Tu sais quand on pense qu'on peut apprendre que vous avez employé le mot indien, j'ose pas l'employer, moi. Non, vous pouvez. Elle dit, bon, OK, elle m'a donné la permission. Alors, eux, comme les grands-parents, tu sais, pendant la pandémie, ça a été épouvantable pour les vieux. C'est effrayant. Moi, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, écoute, si jamais j'irai pas, amène-moi pas à l'urgence, je vais laisser la place à des jeunes. Mais c'est ça qu'on pensait, les vieux, qu'on était de trop. C'est-tu fatigant, ça, quand t'es vieux? Tu sais, alors que chez vous, les vieux... C'est le contraire. C'est le contraire, absolument. Oui. Tu sais, des fois, quand on montait dans le territoire, puis on allait quand même assez loin, là, tu sais, si tu n'avais pas des aînés dans ton groupe, tu étais mal vu. Parfois, les vieux ou les vieilles étaient tellement âgés qu'ils étaient plus capables de marcher, mais on les portait sur notre dos. Les portait sur leur dos. Écoute, c'est pas croyable. Moi, il m'arrive, là, moi, je suis une sorteuse. J'aime la vie. Il m'arrive de prendre j'appelle ça ma poussette, mon déambulatoire, et puis d'aller dans un magasin. Et là, les magasins à Montréal, ils sont pas... C'est pas pour les chaises roulantes ni pour les déambulatoires. Alors, des fois, j'attends à côté d'un escalier que quelqu'un m'offre de montrer ma chaise. Bien, il faut que j'attende que ce soit ou une Indienne, ou une Arabe, ou un Chinois, parce qu'eux ont du respect pour les vieux. Bien, les Québécois, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il arrive que les gens se détournent, font semblant de ne pas me reconnaître pour ne pas... C'est qu'on a tellement peur de vieillir qu'on se dit, elle est en chaise roulante, moi, je ne veux pas être ça. Écoute, Lise Payette m'avait dit un jour, elle était en chaise roulante, tu vas voir, avec toute ta popularité, quand tu vas être en chaise roulante, tu seras plus populaire. Et c'est pas loin d'être vrai. On haït les vieux, les Québécois. Okay. Oui, c'est ça que vous dites, puis c'est ça que vous contribuez à vouloir changer à travers ce livre qui s'en vient. Oui. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir l'année prochaine pour mes 99 ans. Ça, c'est vieux, 99. 98, c'est pas pire. 99, là, c'est pas mal vieux. Et c'est un livre sur la vieillesse qui va s'appeler « Mon 4e acte ». Puis dans ma tête, il y a « fin » à côté, parce que je sais bien que je peux pas vivre si longtemps que ça. Et puis, ça va être sur la vieillesse. Comment être un vieux épanoui? Comment être une vieille épanouie? Pas de recette, là, mais comment dans ta tête t'es vieux?
Moi, dans ma tête, je n'ai pas d'âge. Je suis hors d'âge. Ceux qui boivent du rhum savent que les rhums hors d'âge, c'est le meilleur. Alors, je suis hors d'âge. Je me suis dit moi-même que j'étais hors d'âge. Celles qui boivent des mojitos aussi, hein? Oui, des mojitos au rhum. C'est son petit drink, ça. Et le vin? Ah, le vin. Le vin, oui. Le vin, parlez-moi-en pas, là. Mais c'est vrai, Joséphine, hein, qu'il y a vraiment une différence dans le traitement de nos aînés, le regard qu'on jette sur eux. Mais je pense qu'avec, justement, les images qu'on a en vous voyant, ça tend à changer de plus en plus. Oui. Faut que ça change. Mais ça change, hein? Ça change énormément. Juste notre idée des Premières Nations, en 10 ans, il y a eu c'était extraordinaire, tout le monde s'intéresse à ça et veulent connaître. Les livres les plus lus, ce sont des livres des Amérindiens. Écoute, Amérindien, c'est correct, ça? Ben, moi, j'aime mieux, je pense... Indien? Indien d'abord, et puis Première Nation. Première Nation. Oui, Amérindien. Pourquoi on a dit ça? Mais c'est parce que je voulais faire diversion un peu. Alors, Première Nation. Oui, Première Nation. OK. Alors, on a à apprendre beaucoup d'eux. Alors, c'est intéressant de lire des livres. On m'a demandé avec qui vouliez-vous... vite, comme ça, on m'a demandé avec qui voulez-vous passer le jour de l'an? Puis être invité à souper au jour de l'an. Puis j'ai dit Élie Sapie. Parce que... mais ça aurait pu être... Oui. Es-tu bonne? Es-tu bonne? Es-tu belle? Es-tu bonne? Formidable. Élie Sapie Isaac, hein? Oui. Vous la connaissez, la chanteuse? Oui. Alors, c'était ça mon choix. Ah oui, quel bon. Il y a une Ninook qui écrit, qui s'appelle Norma. Oui. Vous l'allez... Hein? Norma Donin. Donin, elle écrit tellement bien. Elle écrit sur sa nation. Oui. Là, le dernier livre qu'elle a sorti, là, c'est sur les Inuits en milieu urbain. Ah oui. Ouais, elle Et ça, c'est publié chez Mémoire d'Encrier? Oui. Bon, si on veut aller au stand de Mémoire, il est pas tellement là-bas. bien, puis elle est tellement gentille aussi. Comme Élie Sapie, oui. Ouais. C'est des gens qu'on ne pensait pas connaître. Puis tout à coup, survient des peuples qui sont merveilleux et à force de les connaître, plus on les connaît, plus on les aime. Bien, longtemps invisibilisés, c'est ça. Oui. C'est comme les femmes, on a été longtemps invisibilisés aussi. Puis c'est même encore des fois dans le discours tend à continuer à le faire. C'est pour ça qu'il faut garder quand même, être alerte. Faut pas reculer. Faut pas perdre nos avancées. En 1950, mettons, il n'y aurait pas eu une femme au Salon du Livre. Il y avait que les hommes qui écrivaient. Que les hommes et il y avait que ça. Ils écrivaient parfois des livres écrits par des femmes. C'était leur nom à eux qui apparaissait, comme dans le cas de Colette. Oui. Colette, son mari signait ses livres. Oui. Puis c'était elle qui les écrivait. Oui, C'est ça. C'est effrayant. Oui. Ouais. Je me demandais l'amour dans votre vie, parce que les gens se questionnent beaucoup sur les relations sentimentales, la place que l'amour occupe dans nos vies, le fait que des fois, la peur de vieillir aussi, c'est la peur de vieillir seul, de ne pas trouver de complicité affective, émotive. Puis Jeannette, vous êtes l'exemple que l'amour il peut prendre la place, peut être là, peut continuer avec le temps et même après. Bien, ça, c'est un grand tabou. Depuis toujours, les hommes ont eu des femmes, quand ils divorçaient ou que les femmes mouraient, quelque temps après, ils avaient une remplaçante, tout de suite. Mon père avait l'habitude de dire, il s'est pris une femme, il s'est pris une nouvelle femme, son épouse était à peine refroidie. C'était ça, et c'est vrai. Alors que moi, je suis tombée amoureuse, ça m'est tombé dessus. J'avais 57 ans. Il en Donald? avait... Ou avec Donald, il en avait 38. Grand scandale. Écoute, là, je voyais la haine des gens dans leurs yeux en me regardant. La haine des hommes et la haine des femmes. Et j'espère... Et c'est encore un grand tabou. Oh ouais. C'est encore un grand tabou. On va dire que c'est ça, cette femme-là. On va dire de cougar, la cougar. Puis là, oui. Ouais, c'est fatigant, ça. Ça continue. C'est comme un caillou dans notre chaussure. Oui. Là. Mais je trouve que c'est avoir quelqu'un dans sa vie pour vieillir, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. On peut vieillir seul puis être très bien, tout ça. Moi, ce que je trouve,
c'est que c'est fini, à un certain âge, c'est fini les conflits de brosse à dents ou de tes traîneuses, puis bon, en fait, c'est fini ça. Il y a de l'espoir. On a compris que ce qui est important, c'est qu'on vive à deux. Et moi, je vis ça et je le souhaite à tout le monde. Oui. Alors, Joséphine, à son tour de répondre. Joséphine, l'amour, ça prend quelle place dans votre vie? L'amour a tellement de visages, je trouve. C'est ça. Tu vois, moi, mes amours à moi, c'est 3 petits-fils, une petite fille. Et puis, tout ça me comble. Juste d'être un cocomme ou une grand-mère. Puis, je vieillis avec une, Awenis, qui est ici. Ah, elle est là, hein? Oui, Awenis, qui est ici. Je vieillis. Elle vieillit en même temps que moi. Oui, bien, voilà. Mais en plus jeune. Oui. Alors, mais pour avoir 3 ans, tu as eu 3 enfants? J'ai eu 4 enfants, Oui. dont Kissos, qui a été adopté de façon traditionnelle. Et puis, j'ai un fils et puis des jumelles. Ah oui? Ah, Ouais. t'as eu des jumelles, moi aussi? Oui, je sais. Ah oui, c'est bizarre. On est des pondeuses de jumelles. Ouais, ça doit être vos initiales. Je pensais à ça tantôt. C'est JB, toutes Mais les oui. deux. Mais oui. Mais oui, on a quelque chose en commun. C'est des tannantes, les JB. Je sais pas s'il y en a dans la salle. Mais Joséphine, donc vous avez dédié votre livre à vos petits-enfants, justement. Ouais. Dont cette petite qui est là, Ounis. Alors, à Alester, Victor et Achille aussi. Oui. Ouais. Et Awenis. C'est ça, et à Ounis. Et c'est tout. C'est ceux-là c'est ces enfants qui apportent de l'amour dans votre vie. Et c'est pour eux qu'on continue aussi, hein? Oui, Hein? C'est vrai. Hein? C'est pour eux que la vieillesse n'a plus d'importance. Hein? Oui, moi, j'ai grand-mère, c'est extraordinaire. Arrière-grand-mère, c'est fantastique parce que là, tu sens que tu t'en vas et que lui, le plus petit, il a 1 an. De mes arrière-petits-enfants, j'en ai 7. Et puis, le plus vieux a 18 ans dans mes arrière-petits-enfants. Ah oui. Oui, oui. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Ils doivent être fiers, vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'il faut garder intact, protégé en soi avec les années? Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'il faut cajoler, ne pas perdre, Joséphine, par exemple? Son identité. Oh, c'est beau. Son identité. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Est-ce que c'est pas ce qu'on a fait toute notre vie, les femmes? Garder notre identité. Moi, j'ai été, pendant des années, je m'appelais Madame Jean la Jeunesse. Vos mères signaient leurs lettres du nom de leur mari. Elles n'avaient même pas de prénom. Et il n'y a pas si longtemps. Tu sais, on parle toujours de la Révolution tranquille qui est arrivée en 60. Oui, les idées de la Révolution tranquille ont commencé. Ça a pris 10 ans avant que ça commence à bouger, à changer, et que les femmes se disent, bien, j'ai un prénom, je sais pas pourquoi, moi, je me suis battue. Moi, c'est mon nom de fille. Je me suis battue pour garder mon nom. Et il y avait beaucoup d'hommes qui m'appelaient Madame Jean la Jeunesse pour me remettre à ma place. Vous répondiez quoi? Est-ce que vous répondiez ou non? Vous êtes... Oui, oui. Oh mon Dieu, oui, ça, c'est... écoute, mon identité, c'était ça, là. C'est mon... Qu'est-ce que tu as d'autre dans la vie que ton nom qui te prouve que tu es toi? Tu sais, je ne suis pas Jean la Jeunesse. C'était Jeannette Bertrand que je m'appelais. Et je l'ai gardé. Ouh. C'est fou quand même. Puis moi, quand je vous regarde, Joséphine, avec son petit œil taquin, un peu, tu sais ça, tannant, Jeannette aussi, ce que je vois de plus en plus vous vieillissez, puis je vous vois depuis des années, je fais des entrevues avec vous, mais ce que je vois, c'est comme réapparaître la petite fille. C'est ça qui est drôle. C'est pas la vieillesse que je vois, c'est la petite fille qui émerge, qui sort, qui est toujours plus présente. Celle-là aussi, il faut la protéger. C'est vrai? Oui. L'enfant. C'est intéressant ce que tu dis là. Oui, peut-être qu'en vieillissant, on a enlevé tout le trimming là, qui était un peu faux pour garder que la petite fille. C'est vrai. Très vrai. La petite fille. Moi, je me corrige plus pour savoir est-ce que j'ai dit les bonnes affaires là. Je le demande aux autres après, mais je dis toujours, je suis toujours mon cœur.
Et ça me met dans des troubles épouvantables, mais ça me met aussi dans l'identité. C'est ça, mon identité, de dire ce que je pense. Puis des fois, c'est con, mais qu'est-ce que tu veux? Pas parfaite. Puis, quand on est petite fille, on retrouve parfois sa candeur. Puis je me demande, quel est votre rapport? Est-ce que votre rapport est candide ou très, très lucide? Par exemple, Joséphine, avec la mort, le rapport avec la mort, dont on se rapproche inévitablement. Moi, la mort, j'y pense pas. Je me dis que quand elle sera là, je serai prête. Hein? Je n'ai pas à le craindre. J'y pense pas. Aujourd'hui, je suis là, je suis vivante et à chaque jour, je serai vivante. Jusqu'au départ. Elle n'est pas rendue à 98. Moi, j'y pensais pas. J'étais comme ça. J'y pensais pas du tout. Dieu. Mais quand tu prends grand âge, ce qu'on appelle le grand âge, c'est Janine Suto, qui avait 3 ans de plus que moi. Avant qu'elle meure, elle m'a dit, tu sais, quand tu pognes le 90, avec son accent français, quand tu pognes le 90, c'est tough. Et c'est vrai, parce que les maladies, moi, ça a l'air de rien, là, mais j'ai eu une comment t'appelles ça, là? Cataracte? Non, pas une cataracte. J'ai même pas le nom. Une greffe de cornée. Une greffe de la cornée, merci, Joanne. Une greffe de la cornée. Il y a 3 ans, j'ai failli mourir. Je suis allée à l'hôpital 2 semaines. J'ai perdu 20 livres dans 2 semaines. Septicémie. En fait, mais ça, j'en parle pas. J'en parle pas. Je les vis, les maladies, comme des accidents. Et je m'attends de mourir d'ici quelques jours, quelques années. Je suis toujours... À chaque fois que j'ai un petit malaise, je dis, c'est peut-être de ça que je vais mourir. Alors, je suis allée voir mon médecin, qui est Régent Thomas, qui est un grand homme. Et puis, je lui demande de quoi je vais mourir. Il me dit, toi, tu mourras pas. J'ai dit, ben non, t'es médecin. Tu peux pas me dire ça, là. Tu peux pas me dire ça. Alors, je sais que je vais mourir, que ça achève, et j'en profite. Je profite de la vie, parce que on part bien vite. Ce qui est formidable avec vous, c'est que quand on écrit, on meurt jamais tout à fait. On laisse quelque chose. C'est vrai, ça. C'est vrai. On laisse des mots simples. Oui. C'est de quoi se nourrir. Oui. Oui. De quoi réfléchir. Oui. De quoi accomplir. En tout cas, des mots. Oui. Des mots. Vont de la transmission. Survivre. C'est de la transmission, Joséphine. Voilà. Moi, je voudrais que sur ma tombe, j'y en aurai pas, là, mais je voudrais, en tout cas, que si quelqu'un pense à moi quand je vais être morte, elle a pensé beaucoup aux autres. Je vais vous dire pourquoi c'est arrivé. Quand j'ai fini mon école primaire, j'étais dans un quartier défavorisé et mon père était un petit peu moins pauvre que les autres, dans Ontario et Frontenac, à cette époque-là. Et puis, les petites filles de ma classe allaient toutes travailler chez McDonald's Tobacco. Elles étaient équeuteuses de feuilles de tabac. Tu sais, une grande feuille de tabac, il y a un morceau là, du milieu. Elles faisaient ça à des salaires minimes. Et j'en revenais pas. On était 2 qui continuaient nos études. 2. Je trouvais ça d'une injustice épouvantable. Tout simplement parce que mon père avait les moyens de m'envoyer dans un couvent faire des études. Et puis, je me suis dit dans ma tête, je me jure qu'un jour, je vais apprendre et que je vais redonner à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Je vais redonner. Et c'est ça que je fais. Vous nous inspirez. J'ai fait ça toute ma vie. Redonner. Oui. Redonner aux autres. Moi, ce que je fais dans la poésie, c'est que je continue à transmettre ce que les aînés m'ont transmis. C'est ça. Ouais. C'est la transmission. Et vous tous, vous allez transmettre, que vous le vouliez ou non, on transmet des choses. Alors, aussi bien transmettre des bonnes affaires. Et on reçoit, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour recevoir tout ce que vous venez de nous léguer. Et ça s'imprime dans notre tête, dans notre cœur pour toujours. Merci beaucoup, Joséphine Bacon et Jeannette Bertrand, pour ce moment. Merci. Merci à vous d'avoir été patients avec nous.
Joséphine Bacon va signer au kiosque tout de suite après, alors que Jeannette Bertrand, ce sera à 12h30 au kiosque 25-25, oui. Bon, en tout cas, le kiosque de Librex. Et Joséphine Bacon, c'est tout de suite après au kiosque de Mémoire d'Encrier.